D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit pourquoi on n'appelle pas ça trilogie européenne finalement. Donc voilà. Alors Philippe, quand même, puisque moi j'étais un petit garçon et puis que toi tu étais pas beaucoup plus âgé que moi. Mais en tous les cas, moi, raconte un peu cette interview. Ouais, Alors c'était. Philippe, il faut savoir qu'il y a des morceaux de cette interview qui sont dans Rainbow Man parce que moi j'avais pas pu. Enfin, David il ouvre tous les chapitres de Rainbow Man et Philippe m'a autorisé à utiliser Oui. un petit bout de cette interview. Bah oui, pour un livre important. Non, mais moi, alors, nous, quand David Bowie fait la promo de l'homme qui Ouais. venait d'ailleurs, euh, il décide qu'il va faire la promo en France. Voilà, il va aller à la première du film avec une actrice, Sydney Rome. Sydney Rome, et il est dans un grand hôtel avenue Montaigne. Et mais il dit, ok, je vais faire. Il n'a pas fait de promo en Amérique, aux États-Unis. Je pense qu'il devait être vraiment trop drogué. Et il n'a pas fait de promo. Mais il veut se rattraper en Europe. Il veut montrer au monde du cinéma que finalement, voilà, il est quand même très bankable. Et il décide de faire la promo. Mais il ne veut pas parler à des critiques de rock. Il exige de parler. Il dit ok, je vais parler. Ben, à l'époque, alors il faut savoir aussi, on est en 76 ou hein, 77, ouais. 77. David Bowie, ça intéresse pas grand monde. Il n'y a pas des demandes d'interview. Quand il était à Paris, il a fait le journal du dimanche, un petit encadré, oui. Il a fait Rock et Folk, il a fait Best. Il n'y a pas eu autre chose, vraiment. Hein. Je te coupe pour juste dire un truc. Il y a un truc qui a changé la donne, c'est qu'il y a un présentateur de la télé, de TF1, Oui. qui va tomber littéralement amoureux de lui et qui va nous foutre du David Bowie au journal télévisé Ouais. et du hip-hop. C'est Morosi. C'est Yves Morosi. Et ça va changer la donne parce qu'effectivement, on parle d'artistes cultes, c'est ce que Philippe vient de décrire, et qui tout d'un coup se retrouvaient avec Daniel Gilbert quand même. Quoi. Il est passé à midi première chez Daniel Gilbert. On est sûr que c'était pas son idée. Hein. Oui, mais à l'époque, c'était tellement rare pour un artiste rock de passer à la télévision. Enfin, sauf dans une petite émission réservée à la musique comme Pop 2. C'était tellement rare que c'était un événement de voir Iggy Pop au journal de 13h. Ça a été, franchement, c'était génial. Ça a été un grand moment de télévision. Enfin bref, donc David Bowie décrète qu'il parlera à Rock et Folk, mais uniquement aux critiques de cinéma. Or, le critique de cinéma de Rock et Folk, c'est pas moi, c'est Jonathan Farron. Et il ne parle pas un traître mot d'anglais, comme beaucoup de journalistes français à l'époque. Et donc, Paringo dit Philippe Manœuvre, tu vas accompagner Jonathan Farron à l'interview de Bowie, tu seras l'interprète. Et si tu pouvais poser 2-3 questions rock en plus des questions cinéma, ça arrangerait Rock et Folk qui n'avait jamais réussi à avoir d'interview de David Bowie. Donc j'y vais. Et alors Jonathan Farron, il est habillé en blanc, en lin blanc, voilà, il est tout en blanc et moi je suis tout en cuir noir. Et on est là tous les deux, le blanc et le noir, quoi. Et la manageuse, enfin Coco Schwab, qui est pas vraiment manageuse, mais qui est un peu madame de la direction d'acteurs de Bowie, elle surveille tout. Elle arrive, elle dit combien vous êtes. Alors je dis on est deux, parce que elle dit c'est qui le critique cinéma? Alors Jonathan Farron a dit vous montez avec moi, merci monsieur Duroc, vous restez là, vous pouvez vous en aller, on n'a pas besoin de vous. Et ils s'en vont tous les deux. Alors moi je suis très dépité, je me faisais une joie de rencontrer David Bowie, et je vais au bar, je bois un coup, et ça va me sauver la vie. Et quand je repars, je me dis, au lieu d'aller au métro Georges V pour rentrer chez moi à Bastille, Rock et Folk, qui sont quand même gonflés de m'envoyer là, je fais rien, je vais rentrer en taxi et j'enverrai la note à Rock et Folk. Voilà. Et donc je monte dans un taxi, mais moi j'habite dans une petite rue inconnue. Et le temps qu'il me demande, il me dit mais vous habitez où? Je lui dis rue Jean Bossire. Ah bon, c'est où? Je dis c'est à Bastille. Ah bon, il voit pas. Donc il avance très lentement, quoi. Je suis en train de lui expliquer, c'est bien d'avoir le GPS. Et à ce moment-là, on voit une furie qui court, la manageuse, elle tape sur le taxi, arrêtez-vous, arrêtez-vous, elle ouvre la porte, elle dit, vous parlez anglais? Je lui dis, bah oui. Et là, elle me dit, venez immédiatement. J'ai mis le taxi, elle jette un billet de 10 francs au taxi, merci monsieur, on n'aura pas besoin de vous. Elle me prend, elle me dit, votre critique cinéma ne parle pas un mot d'anglais. Ben, je lui dis, non, c'est pour ça que j'étais là. Alors voilà. Donc je remonte, et à l'époque, Bowie nous reçoit dans sa chambre. Il a une suite, donc sa chambre, on voit son lit où il dort. Il y a 4 cartouches de gitane qu'il a été fait racheter parce qu'il fume gitane sur gitane. Et triste à dire, mais il en est un peu mort, hein, bon, etc. Mais voilà, comme Johnny Hallyday, comme Serge Gainsbourg,
il fume des gitanes sans filtre, les cigarettes les plus violentes qu'on puisse. Voilà, il en a 3 cartouches. Et on est dans la pièce à côté, dans le salon, et il est très heureux de faire une interview qui va durer très 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 longtemps. Et il nous offre une bière, je suis très ému, enfin, je me dis, Bowie m'offre une bière, waouh. Et On va garder la capsule. La bouteille. j'aurais dû. Et bon, et à un moment, bon, l'interview dure quand même pas mal de temps, parce que Jonathan Faroni, il a des questions cinématographiques, ça plaît bien à David, moi je glisse mes petites questions rock, et à un moment, on part en conversation, et Bowie dit, alors, et le cinéma japonais, vous aimez le cinéma japonais, qu'est-ce que vous pensez du cinéma japonais? On est en 1977, les films japonais, alors, le critique cinéma de Rock et Folk, il dit, moi j'aime bien Rashomon, enfin un grand titre du cinéma japonais, Bowie, ouais, bon, ouais, et vous? Et alors moi, je me souviens d'un film que j'ai adoré, le seul film japonais que j'ai vu de ma vie, qui était au Ciné-Club à Chalon-sur-Marne, Chalon-en-Champagne. Et je dis, moi j'adore un film japonais qui s'appelle Onibaba. Et là, Bowie pète un câble, il dit, quoi? Mais c'est mon film préféré! Et là, mais vraiment, il y a un moment, alors la manageuse rentre, et elle montre sa montre comme ça, en disant, bon, ça fait 2 heures, et Bowie, non, il aime Onibaba, il reste! Oui, vraiment, on a un moment, on va reparler une demi-heure, bon, voilà, et c'est vrai que c'est une interview délirante, elle est réelle cette interview, et je suis très heureux que Jérôme en ait pris des bouts pour les mettre dans le Rainbow Man, parce que je trouve que c'est une interview... Allez, moi, j'ai pas tout pris parce que l'idée c'était je voulais que ça représente ce moment-là, mais pour moi c'est dans les archives de Rock et Folk et c'est pour les gens qui ont gardé le Rock et Folk et c'est bien comme ça. Mais ce que je vais me permettre d'aller carrément pratiquement à la fin, c'est que en 2002, Philippe me dit bon, il y a un nouvel album, Jérôme, tu vas à New York, etc. Bon, moi j'habite au Havre, je rentre chez moi au Havre, je savais que c'était la semaine d'après. Puis Philippe me rappelle le soir, puis il me dit oh, tu sais quoi, j'ai quand même réfléchi, je viendrai bien avec toi, etc. Alors donc on va tous les deux à New York. Alors c'est assez dingue cette fois-là. Alors moi j'ai changé beaucoup avec le bureau new-yorkais, toujours maintenant, là, on est toujours en bon terme. Et puis il m'avait dit bon bah cette fois-là il sera en train peut-être de réécouter des mix encore, donc peut-être on va se voir, vous allez le voir dans un studio. Alors nous, très bien, on ira en studio. Et en studio avec David Bowie, voilà. ça jette. Hein. Alors on arrive à la mi-journée et puis et là on nous fait attendre. Et voilà, bon vas-y prends le relais parce que c'est. Non, mais il nous faut attendre. Il nous faut attendre. Enfin Bowie nous fait attendre, mais bon avec Jérôme on connaît les rockstars évidemment. Et nous deux on en a rencontré plus de 500. Alors on sait que cette attente fait partie ça va avec le territoire, quoi. Vous voyez, il y a une attente. Alors, on attend longtemps, et puis soudain, on nous dit David vous attend, il est dans le studio A. Vous pouvez rentrer. Vous pouvez y aller. Alors, on y va tous les deux, on rentre dans le studio A, et il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, Jérôme, qui connaît le Bowie un peu mieux que moi, il sait, il y a un truc, il y a quelque... Donc on est là, on tournicote dans le... Il y a une table, une petite table comme ça, plus petite que ça, et on voit qu'ils ont mangé, Coco et lui, enfin on voit qu'il y a 2 personnes qui ont mangé, on se doute que c'est Coco et lui. Ça c'est son côté Sherlock Holmes. Voilà. Non mais il y a la serviette, chacun leur serviette posée, mais on les voit pas. Tous les deux dans le studio, et soudain on entend Jérôme, et c'est la voix de Bowie qui appelle son copain Soligny. Et on tourne autour de nous, on regarde, on ne voit rien. Et il y a un épais rideau, et soudain, on voit une jambe qui sort comme ça. C'est la jambe de David Bowie qui sort du rideau, et là, il apparaît. Jérôme, Philippe, c'est les retrouvailles, on est heureux. Et Coco morte de rire, obligé de rire, tellement c'est drôle. Donc, voilà la surprise que nous a fait David. Ouais, il nous a fait. Ouais, mais et après, on a fait une grande discussion. Ouais, c'est aussi une interview, on avait préparé tous les deux, il y avait chacun nos questions, et puis en fait, on lui avait pas trop dit, et c'était rigolo parce qu'après, il m'avait dit, mais tu sais, j'ai vu quelles étaient les questions de Philippe et tout, c'est vachement. Philippe a posé, je crois que tu avais posé une question pas sûre, mais tu avais évoqué Guns N' Roses, et il m'a dit ça, je me doute que c'est Philippe. Voilà. Non, mais. Oui, parce que David,
Bowie était un personnage, il a eu une aventure avec la maman de Slash, Ben oui. ben oui. Ola Hudson, qui lui designait ses costumes à l'époque de la tournée Isolar. Ouais, Voilà, ouais, ouais. on Sur l'homme s'en qui venait parle. d'ailleurs, il y a des Voilà, funk, donc, voilà. Voilà. David Bowie avait une relation très spéciale avec les Guns N' Roses, parce que d'un côté, donc, il avait pratiquement élevé Slash enfant, il avait eu une grande aventure avec sa maman, il connaissait très bien Slash, mais de l'autre côté, il avait dragué la petite amie de Axl Rose, et ça, c'était pas du tout passé, vous voyez. Oui, c'était pas il y a eu prévu, une ça. espèce de bataille terrible mm. dans un club où Axl Rose courait après David Bowie en disant je vais te tuer. Oui, il a été assez coutumier du fait. Frank Zappa lui a couru aussi après quand il a piqué Adrian Belew. Enfin, il a été. Donc c'était important. Voilà, je pense que c'était important d'insister là-dessus parce que après ça va être le début d'une. Il faut savoir que pendant des années, David Bowie va tourner en France avec donc Albert Kosky, de KCP. Il va s'entendre vachement bien avec Albert. Alain est ici, il pourrait le dire, même avec toute la famille Kosky d'ailleurs. Iggy aussi va bien se plaire avec la famille Kosky, un petit peu trop d'ailleurs. Il va falloir qu'Albert le remette à sa place des fois quand il commence à draguer des membres de la famille, mais ça c'est autre chose. Et puis il a adoré la France parce que donc à partir de 76, 77, 78, donc il va passer beaucoup de temps en Suisse. Après, il va finalement habiter en Suisse. Bon, on apprend j'apprends dans Rainbow Man aussi. Je casse aussi un peu ce mythe-là parce que j'aime bien ça. Il a jamais vraiment habité à Berlin, en ce sens qu'il a loué un appartement pendant 1 an et 3 mois dans lequel il allait passer beaucoup de temps. Mais la raison pour laquelle David Bowie n'a jamais habité longtemps ou de longues périodes à Berlin, c'est que l'air de rien, il était quand même là pour obtenir la nationalité suisse, et il n'était pas que pour la vue, comme disait Coluche, hein, mais voilà, et du même coup, à cette époque-là, pour obtenir la nationalité suisse, c'est dur à dire, il fallait passer un certain nombre de nuits en Suisse. Et je crois que le nombre, c'est autour de 250 ou 240. Donc, ça veut dire que dès qu'il pouvait, il était en Allemagne, mais il rentrait quand même pour aller pointer à la frontière parce qu'il y a quelqu'un qui comptait les jours, quoi. Donc voilà. Mais il a adoré vraiment. Il est resté très longtemps en Suisse. Il était tout le temps fourré à Neuchâtel. Il va travailler pendant longtemps avec des musiciens de Neuchâtel, etc. Enfin voilà. Et surtout après, quand Albert Kosky KCP, ça va arrêter. Alain qui est ici en tant que tourneur et producteur de spectacle va prendre le relais et Alain aura une relation privilégiée aussi avec Bowie. Montrez, monsieur Lahanin, levez-vous s'il vous plaît. Voilà l'homme qui a fait tourner David Bowie toutes ces dernières tournées. Alain qui est dans tous mes livres. Hein. Merci Alain. Et je vais faire juste un petit truc par rapport à ce que tu as dit pour l'interview de David à l'époque où tu as fait l'interprète. Coco aurait pu te faire la traduction. Parce qu'elle parle mieux français que toi. Ah bah bien sûr. Ah oui, non, mais on aurait préféré mourir. C'est vrai.